Je vais vous parler donc d'une équipe mobile de réhabilitation psychosociale, donc dispositif dont Elisabeth Giraud-Barraud m'a confié la charge il y a maintenant bientôt 1 an. Donc pourquoi une équipe mobile de réhabilitation? Donc, pour répondre à cette question, il faut donc aborder un peu notre expérience en Isère de la réhabilitation psychosociale. Donc c'est en fait une expérience, mais c'est 2 expériences qui sont indissociables. L'une sur le versant sanitaire et l'autre sur le versant communautaire. Donc un centre de réhabilitation psychosociale intersectoriel, donc, qui a été ouvert en 2001, qui était d'abord une unité d'hospitalisation à temps plein, puis est devenu un hôpital de jour, et avec des soins résidentiels. La deuxième, donc le versant communautaire, c'est un réseau de santé, donc le REPI, devenu GCSMS REPSI récemment. Donc le réseau a été fondé du coup en 2002 et avait donc pour but de coordonner un peu le monde sanitaire et le monde médico-social et de permettre à tout le monde de se réunir autour de la table, avec notamment un dispositif donc, qui s'appelle donc l'ESEP, l'équipe spécialisée d'évaluation du handicap psychique, où tous les partenaires médicaux et médico-sociaux contribuent donc, à un parcours pour le patient, pour l'aider dans son insertion sociale, professionnelle et dans son autonomisation. Donc, le centre de réhabilitation, avec les évolutions structurelles qu'il a eues, d'abord donc de passer d'une unité d'hospitalisation à un hôpital de jour, puis maintenant bientôt donc vers un centre référent, on a vu donc une évolution donc au niveau du public déjà. Parce qu'on a eu donc un public qui était au départ, avec l'unité de réhabilitation, c'était essentiellement des patients donc, porteurs d'une schizophrénie, qui étaient assez chronicisés dans la maladie, et pour lesquels du coup il fallait surtout donc, envisager un projet de développer du coup un certain nombre de compétences qui restaient pour permettre une sortie d'hospitalisation et du coup une meilleure qualité de vie. On a donc été aussi confrontés avec le recul de la chronicité, avec aussi un rajeunissement du coup de la population. On a de plus en plus de jeunes patients qui viennent donc au centre de réhabilitation et qui ont parfois jamais eu de contact avec la psychiatrie avant, ce qui est effectivement toujours le mieux. Moins ils ont eu de contact avec le système psychiatrique et notamment avec l'institution, mieux c'est. On a aussi des nouvelles pathologies, donc, puisque au départ, comme je le disais, on était plutôt centré sur les troubles psychotiques. Il y a donc aussi des troubles bipolaires. Il y a du coup des gens qui ont un syndrome d'Asperger. Il y a aussi d'autres formes de handicap psychique, donc, notamment liées donc, à un trouble hyperactif avec déficit attentionnel ou conséquence de troubles de personnalité avec addiction. Donc évolution du public, mais aussi donc évolution des pratiques avec une expertise diagnostique, donc notamment avec les centres experts, donc centre expert schizophrénique qui est dans le service donc depuis 2010, centre expert Asperger qui est donc dans notre service depuis mars 2013. Aussi la nécessité d'individualiser de plus en plus les interventions. On en a déjà parlé pas mal hier, donc dans l'optique du rétablissement, et puis de les externaliser, puisque l'avenir du patient et la vie du patient, elle n'est pas à l'hôpital, elle est dans la communauté, et donc il faut que les interventions soient le plus écologique possible, le plus dans le milieu, pour pouvoir être efficaces. Développer la reconnaissance des besoins de réhabilitation auprès des aidants et des partenaires, ça c'était un vrai besoin qui nous a été remonté à la fois donc par les membres de notre réseau, le REPSI, aussi par du coup les membres sanitaires, comme la clinique soins études du Grésivaudan ou d'autres. Donc l'évolution du centre de réhabilitation, j'en parlais, donc on est centre de jour depuis 2008 maintenant, mais à l'exception des soins résidentiels, les interventions demeuraient quand même largement intra-hospitalières, avec toutes les activités qui peuvent être proposées dans un centre de réhabilitation, comme la remédiation cognitive, l'éducation thérapeutique, les entraînements aux habiletés sociales, et j'en passe. Donc, les centres experts schizophrénie Asperger, j'en ai parlé. Donc on s'est posé cette question, une équipe mobile, oui, on voulait effectivement développer des interventions qui étaient plus dans le milieu, plus individualisées. On voulait du coup faciliter le développement de parcours de réhabilitation in situ, à l'extérieur de l'hôpital, dans les équipes partenaires, dans les CMP, dans les cliniques. On voulait faciliter aussi le maintien des effets de parcours de réhabilitation, notamment le maintien des effets d'une remédiation cognitive dans les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle,
maintien de compétences d'autonomie, ainsi de suite. Donc une équipe mobile, comment? On a été posé la question en fait à nos partenaires sur ce qu'ils voulaient. Parce que ça, c'est ce que nous, on avait un peu imaginé faire pour rendre les interventions plus écologiques et plus proactives. Et là, en fait, on a eu des surprises quand on a été leur poser la question, à la fois donc, dans le monde sanitaire et dans le monde médico-social, chez nos partenaires du REPSI, donc, qui nous ont dit « Ouh là 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 là, qu'est-ce que la réhabilitation vient faire là ?» On travaille finalement, on fait déjà énormément de choses. Il y a, via le REPSI et les ZEP, il y a déjà une évaluation d'autonomie, d'insertion sociale, professionnelle. On a nos propres référentiels d'évaluation, c'est ce que disaient les ESAT professionnels. On a nos propres techniques. Qu'est-ce que vous venez faire là? Et au niveau sanitaire, on nous disait qu'est-ce que vous venez faire? C'est nous qui avons donc qui soignons les malades. Vous n'allez pas venir faire les choses à notre place. Donc on a revu un peu notre copie en fonction de ce que les partenaires nous avaient dit. Et donc finalement, plutôt qu'aller vers une équipe mobile de réhabilitation psychosociale, avec tout ce que ça implique, notamment dans la mobilité de faire avec, on est plutôt parti donc, sur une équipe de liaison, qui n'est pas exactement pareil, et des prestations mobiles de soutien dans le milieu, fournies par le centre référent. Donc une équipe de liaison qui va du coup sur site pour plusieurs missions, j'en reparlerai, notamment donc sensibilisation, information, formation, faire du lien, aider les équipes dans la construction du projet de la personne, et un centre référent avec une forte composante de mobilité, pour justement permettre des interventions de plus en plus sur site, de plus en plus tôt, et pour de plus en plus de personnes. Il y a donc aussi un projet territorial, puisque comme j'en parlais donc à l'instant, il y a un projet de centre référent, donc le centre référent de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale, donc qui est sur l'Arc Alpin et la Drôme. On le voyait sur les diapositives de Nicolas Franck hier. Donc l'équipe de liaison a aussi cette vocation territoriale. Prestations mobiles de soutien dans le milieu, j'en parlais donc à l'instant. Donc déjà, il y avait sur les soins résidentiels, et il y a toujours, donc un binôme ergothérapeute et soignante, donc qui peut faire des évaluations à domicile, et un accompagnement en lien avec l'équipe soignante du patient, ou parfois qui va intervenir au domicile pour faciliter à ce que le patient arrive déjà à une équipe de soins, pour des patients qui sont du coup qui ne sortent quasiment jamais de chez eux ou qui refusent tout contact avec le suivi psychiatrique. Donc déjà, en premier, on arrivera à les amener au REPSI, et du REPSI, on les afférentera au système de soins et à un certain nombre de mesures pour leur permettre une meilleure qualité de vie. Alors le dispositif ESSOR, donc ESSOR c'était espace de suivi, de soutien, d'orientation vers la reprise du travail. En fait, c'était un dispositif qui était existant il y a quelques années. C'était un programme donc intra-hospitalier de soutien à l'emploi, mais qui répondait donc à la logique du train and place, et qui, du coup, permettait de, progressivement, sur un an, une montée en charge de la personne sur diverses activités professionnelles dans le but de faciliter sa réinsertion. Ça, c'est ce qui était existant, avec du coup des ateliers qui étaient encore largement intra-hospitaliers, ateliers menuiserie, ateliers jardin, qui étaient à la fois plus du tout adaptés, qui étaient très asilaires, et qui étaient adaptés ni à aux nouvelles pathologies, ni à l'âge des personnes qui venaient, qui souhaitaient des choses beaucoup plus, avec un intérêt beaucoup plus direct dans l'insertion professionnelle par la suite. Donc ESSOR, on a gardé le nom, parce que le nom ESSOR était bien. Par contre, on a modifié radicalement ce que ESSOR allait être, après consultation avec nos partenaires, notamment les directeurs des AT, les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. Et en fait, on a complètement donc abandonné ESSOR pour un dispositif de liaison avec une composante de mobilité qui prévoyait des interventions sur site, travail et milieu scolaire, en répondant plutôt à la logique du place and train. Donc travail, j'en parle donc pour dispositif du coup d'insertion professionnelle. Milieu scolaire, en fait j'en parle pour deux dispositifs qui sont donc la clinique soins-études du Grésivaudan, qui accueille une population donc de lycéens et d'étudiants, et le centre de santé universitaire de Grenoble, qui a une population étudiante, et qui nous ont demandé donc des interventions de liaison.
Un autre dispositif qu'on a, c'est un dispositif de job coaching pour les personnes qui souffrent d'un syndrome d'Asperger, donc en lien avec le Centre alpin de dépistage et d'intervention précoce sur l'autisme, le CADIPA. Donc, prestations mobiles de soutien dans le milieu, mais aussi équipe de liaison. Alors l'objectif de l'équipe de liaison, Tim Greessen nous parlait hier de changer le monde. C'est un peu ça finalement aussi. Changer le monde peut-être pas, mais en tout cas essayer de modifier l'environnement pour le rendre plus tolérant, pour aussi permettre un meilleur repérage des besoins de réhabilitation et une meilleure afférentation des personnes. Donc l'objectif, modifier le regard porté sur les troubles psychiques et donc les pratiques chez les partenaires sanitaires et médico-sociaux en amont et ou en aval d'un éventuel parcours de réhabilitation. Alors cette équipe de liaison, elle a évidemment commencé à moyen constant, comme toute équipe. Alors compte tenu de la taille du territoire, c'est pas toujours évident. Donc il y a 10% de temps médical, 10% de temps de neuropsychologue, on a un éducateur technique à 10%, on a du coup 20% d'infirmiers, et on a du coup 20% d'ergothérapeutes, 10% pour le syndrome d'Asperger, 10% pour le handicap psychique en général. Donc c'est des professionnels qui sont le plus souvent, qui sont présents en réhabilitation depuis plusieurs années, qui sont formés à diverses techniques de pointe et qui ont une large expérience en fait dans la réhabilitation. Cette équipe de liaison, donc finalement, elle est double. Une équipe donc un peu plus classique qui va du coup dans les structures sanitaires, et une subdivision travail-scolarité, donc qui est ESSOR, dont je parlais à l'instant. On en reparlera. Donc 4 missions pour cette équipe de liaison. Une mission de sensibilisation, d'information, de formation, une mission d'aide à la construction du projet de la personne, une mission territoriale, donc sur l'arc alpin et la Drôme, et une mission de recherche pour développer des outils nouveaux, notamment des questionnaires de repérage des besoins de réhabilitation, des outils de liaison, présenter un guide de pratique de réhabilitation, un parcours illustré de réhabilitation, adapter des outils existants. Donc notamment, Yann Audet pourra en parler beaucoup mieux que moi, il y a du coup le programme Pro-Famille qui est utilisé pour du coup les familles des personnes souffrant de schizophrénie. On peut adapter un certain nombre de choses, de techniques issues de Pro-Famille pour former des encadrants dans des dispositifs médico-sociaux, ce qu'on a pu tenter et qui a été vraiment porté par le REPSI et qui a vraiment été quelque chose qui a été apprécié par les personnes. Donc une mission de sensibilisation, d'information, de formation. Sensibilisation à quoi ? Aux conséquences fonctionnelles de la pathologie, qui ne sont pas toujours bien repérées. Actualiser un petit peu les connaissances, donc notamment sur les troubles cognitifs, les traitements possibles, le concept de rétablissement, la prévention et le repérage de stresseurs environnementaux. Formation aussi au repérage des besoins de réhabilitation selon la pathologie. Alors psychose émergente, schizophrénie, syndrome d'Asperger et la population. Lycéens, étudiants, usagers des SAVS, travailleurs. Parce que du coup, si on repère les besoins de réhabilitation, à la fois il y aura une modification déjà donc du regard porté sur la personne, puisqu'on comprendra mieux le lien entre sa pathologie et les difficultés qu'elle présente dans son milieu. Mais il y aura aussi possibilité de développer du coup des interventions, soit de compensation du handicap, soit de remédiation, avec éventuellement afférentation, donc à un centre spécifique comme le centre référent. Formation aussi à l'utilisation de certains outils de réhabilitation, permettant d'initier in situ un parcours de réhabilitation. Un certain nombre de choses sont tout à fait faisables sur des secteurs, sur des CMP, l'éducation thérapeutique, des entraînements d'habileté sociale, et permettent aussi de commencer un parcours de réhabilitation avec la personne, et avec après éventuellement une afférentation temporaire au centre référent. Formation à certaines techniques permettant le maintien des effets d'un parcours de réhabilitation. Nicolas Franck en parlait aussi un petit peu hier en disant pour la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, si c'est pas entretenu, les effets ils s'estompent. Et par exemple sur le milieu de travail, peut tout à fait y avoir un maintien des effets si il y a un entretien. Mais encore faut-il que les personnes travaillant dans les ESAT soient formées au maintien des effets de la remédiation cognitive. L'insertion sociale, pareil, ça se travaille. Un certain nombre de choses peuvent être travaillées. L'autonomie, de même. Une mission donc d'aide à la construction du projet de la personne. J'en parlais donc à l'instant, en intégrant du coup des solutions de remédiation et ou de compensation du handicap au projet de la personne.
Favoriser l'orientation des gens vers une évaluation fonctionnelle complémentaire ou des soins spécifiques au centre référent si nécessaire. Favoriser l'orientation des personnes ayant un projet d'insertion sociale, professionnelle ou d'autonomisation vers l'équipe spécialisée d'évaluation du handicap psychique du REPSI. On ne prétend absolument pas, en tant qu'équipe de liaison, se substituer aux dispositifs existants, qu'ils soient de soins, d'évaluation d'autonomie professionnelle ou sociale, ou d'aide à l'insertion. Le but est vraiment de faire un lien, comme le nom l'indique. Une mission territoriale, donc en aidant au développement de centres locaux de réhabilitation psychosociale. On a récemment donc une intervention lundi dernier à Annecy pour ce propos. Donc le CPND, c'est le centre de Bourgoin-Jallieu. Le CH Le Valmont, donc c'est dans la Drôme, la Savoie. On a quand même donc un immense territoire, donc il faudrait qu'il y ait effectivement des centres locaux qui essaiment, tout comme le réseau REPSI est en train d'essaimer sur le 26, est en train d'essaimer sur le 73 et le 74. Formation sur site des professionnels concernés, parce qu'effectivement c'est important de pouvoir permettre ce genre de formation. Éventuellement prendre des professionnels sur le centre référent, qui voient un peu comment les choses se font et qui puissent mettre en place les interventions sur leur propre centre. Et des interventions du coup ponctuelles sur site pour aider à la construction du projet de la personne. Par exemple, typiquement ce qu'on a fait pour Annecy lundi, c'était un patient pour qui on avait réalisé un bilan centre expert schizophrénie, donc un bilan diagnostique et fonctionnel de cette personne. Et donc on a été rendre son bilan sur le CMP, qui était le CMP de Sénos, ce qui a permis du coup aussi d'expliquer un peu quelles évaluations on avait fait, à quoi ça avait servi et qu'est-ce qu'il faudrait du coup mettre en place pour cette personne, qu'est-ce qui pourrait lui être profitable. Une mission de recherche, donc j'en parlais effectivement, développement du coup de questionnaires de repérage des besoins de réhabilitation. Alors ces questionnaires, ils sont forcément multiples et variés, puisque du coup ils s'adressent à des populations vraiment différentes. Puisque d'un côté, on a un versant sanitaire avec médecins, équipe de soins, médecins qui peuvent être généralistes, psychiatres libéraux, psychiatres publics, équipe de soins. On a aussi des référents scolaires et éducatifs, et on a diverses pathologies. Élaboration d'un guide pratique de réhabilitation pour que les personnes sachent finalement qu'est-ce que c'est que la réhabilitation, qu'est-ce qui s'y fait, à quoi ça sert, quels en sont les concepts avant d'intégrer un centre de réhabilitation. Et aussi pour diffuser auprès des partenaires un peu une meilleure connaissance de la réhabilitation aujourd'hui, en 2013. J'en parlais aussi, développement d'outils spécifiques de psychoéducation à destination des encadrants ou des pairs pour la schizophrénie et le syndrome d'Asperger, adaptation d'outils existants. Il y avait aussi une demande qui était faite par le centre de santé universitaire de pouvoir former éventuellement le tuteur étudiant pour du coup à comment accompagner une personne ayant une psychose émergente ou ayant un syndrome d'Asperger. Parce que du coup, c'est une personne qui est clé dans le parcours de la personne à la faculté et qui peut décider du coup ça peut jouer fortement dans la réussite ou l'échec d'une année scolaire. Les actions possibles, du coup, de l'équipe de liaison, on les a donc regroupées en 3 niveaux d'intervention. Donc, des interventions de niveau 1, qui sont tout ce qui est sensibilisation, information, formation. Formation, repérage des besoins. On diffuse aussi nos questionnaires. Formation à certains outils et à certaines techniques. Les interventions de niveau 2, du coup, c'est des interventions qui sont d'aide à la construction du projet de la personne. Donc, déjà aider, par exemple, à partir des questionnaires, à la mise en lien entre les difficultés rencontrées par la personne dans son milieu à sa pathologie, et orienter, si besoin, vers des évaluations complémentaires et ou des soins spécifiques. Déjà, aider à la mise en lien entre les difficultés rencontrées par la personne dans son milieu et sa pathologie, c'est déjà quelque chose de très important, parce que, par exemple, un professeur avec un jeune ayant un syndrome d'Asperger, il va dire « oulala, qu'est-ce que c'est que ce jeune qui peut être insolent, qui répond pas, qui fait pas ses devoirs, qui me reprend ?» Et s'il arrive déjà à comprendre pourquoi, à ce moment-là, ça modifiera un peu son regard. Intervention de niveau 3, c'est les interventions donc, qui prévoient donc, une composante de mobilité, qui est l'évaluation conjointe sur site de la personne avec son référent. Ces interventions demeurent quand même un peu plus... elles sont en dernier lieu, après qu'il y a eu intervention de niveau 1 ou de niveau 2. ESSOR, donc j'en parlais, c'est donc la subdivision travail-scolarité de l'équipe de liaison. ESSOR, concrètement, c'est quoi? C'est 2 binômes ergothérapeute-éducateur technique, l'un orienté sur le handicap psychique en général, l'autre sur la prise en charge du syndrome d'Asperger. C'est aussi concrètement des interventions de liaison sur site,
donc niveau 1 et 2, mais il y a aussi donc des interventions de mobilité qui sont possibles. Et donc Essor est en charge du développement des questionnaires spécifiques, scolarité, travail. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, un petit exemple en fait d'intervention donc à la clinique soins études du Grésivaudan. La demande qui était faite donc, par ce partenaire du réseau REPSI et du centre de réhabilitation, c'était donc de les aider à mettre en place dans leur structure un groupe d'entraînement aux habiletés sociales. C'était de l'information sur le syndrome d'Asperger, notamment donc, parce qu'il y avait un jeune qui était très en difficulté à la clinique à ce moment-là. Et personne ne savait trop s'il fallait s'approcher de lui le matin au petit déjeuner ou pas, comment il fallait être, qu'est-ce qu'il fallait faire avec lui, pourquoi est-ce qu'il ne tolérait pas les bruits qui étaient trop forts, pourquoi il y avait du coup des troubles du comportement. Il avait d'ailleurs aussi renversé le bureau du professeur en classe. Donc ça, c'était une demande aussi un peu spécifique autour d'un cas. La demande qui était faite du coup à Essor, c'était de participer à la construction du projet de la personne. Donc en lien avec l'équipe enseignante, donc la clinique du Grésivaudan a 2 modules, en fait, un module orientation projet qui est pour les lycéens, un module post-bac, comme le nom l'indique, pour les étudiants. Et donc les professeurs avaient vraiment une demande aussi de pouvoir échanger à la fois donc avec, comme ils le faisaient déjà avec les équipes de soins, mais aussi avec nous, pour voir un peu pouvoir parler des difficultés qu'ils avaient en classe avec la personne et surtout comment faire pour que les choses aillent mieux. Donc on leur a proposé les 3 niveaux d'intervention que l'on peut proposer. Alors pour aussi rendre les choses un peu plus concrètes, ces questionnaires de repérage des besoins de réhabilitation, c'est quoi? Donc c'est pas du tout des questionnaires de dépistage de la maladie, mais c'est vraiment des questionnaires qui ont pour but de pouvoir faire émerger des besoins, de pouvoir après les mettre en lien avec la pathologie et de pouvoir proposer des solutions de compensation ou de remédiation. Donc là, on voit des questions qui sont relativement classiques et typiques pour la schizophrénie, des symptômes négatifs et des troubles cognitifs, qui permettront du coup un meilleur repérage et des interventions. Pour le syndrome d'Asperger, vous voyez aussi du coup des questions qui du coup peuvent être adaptées en milieu professionnel, donc avec notamment les difficultés de contact oculaire, les difficultés liées à l'interprétation littérale des choses, et ainsi de suite. Vous voyez déjà qu'avec avec ce genre de questions, on peut déjà arriver à faire émerger un certain nombre de difficultés, à pouvoir en parler, les mettre en lien, et de 1 à modifier le regard des personnes sur ces troubles, et de 2 surtout de trouver des solutions. En milieu scolaire, donc un autre exemple, alors sachant que c'est des choses aussi qui peuvent se produire du coup en milieu professionnel, mais il a bien fallu trancher, parce que les questionnaires du coup sont assez denses, avec au moins 30 questions par questionnaire. Donc on voit, ça permet aussi de repérer des situations qui sont potentiellement à risque pour l'élève, par exemple, et d'arriver à les comprendre. Pour du coup mettre un peu en lien avec le côté territorial des choses, donc le projet territorial de l'ARS, qui est donc un centre référent en remédiation cognitive et en réhabilitation. Donc il est prévu à un niveau régional, centre ressources, qui n'est pas défini actuellement, et donc un niveau territorial, donc des centres de soins référents, qui diffusent et qui implantent les techniques en lien avec le réseau d'articulation sanitaire et médico-sociale. Donc il y a 3 centres référents, vous le voyez sur la diapositive de Nicolas Franck hier, en Rhône-Alpes, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Ces centres référents, juste un petit mot, donc ils ont 4 missions. Mission soins, une mission du coup de formation partenariat, pour collaborer donc avec les équipes de secteur et de terrain, une mission réseau, et une mission du coup évaluation et recherche. Et à la fois donc notre équipe de liaison et nos prestations mobiles, elles s'articulent dans finalement un peu ces 4 niveaux d'intervention. Donc, un petit schéma pour terminer qui montre un peu du coup notre marguerite finalement du centre référent avec donc le département de l'Isère sur lequel on s'est basé, la Savoie, la Drôme, la Haute-Savoie. On voit donc qu'il y a le centre référent qui est au centre, le REPSI qui est vraiment le partenaire direct du centre de réhabilitation, et après un essaimage vers le territoire de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Oui, bonjour, Monsieur Klemenko, donc usager. Dans le traité exposé, là, j'ai trouvé pas mal de... Je me suis retrouvé un petit peu, donc en termes de réhabilitation. Donc, je vais juste faire un petit historique de ce que moi j'ai vécu par rapport à ce que vous avez dit. Tout d'abord, déjà, quand j'ai connu Solidarité Réhabilitation, à l'époque, j'étais sur une hospitalisation. Et progressivement, donc par rapport à la réhabilitation, je suis arrivé sur un lieu de vie, sur un logement en ville, et en parallèle sur un projet avec Mosaïque, donc à la rue de Crimée, sur un projet professionnel. Voilà, donc d'une part, juste un petit clin d'œil par rapport à ce que j'ai entendu sur Grenoble. Il se trouve que j'ai été lycéen à Grenoble et que j'ai pu bénéficier, bien heureusement, des soins et études. Et bon, je confirme un peu tout ce que vous dites. Et notamment par rapport au fait qu'on nous apprend, hormis le bac et la philosophie, à prendre connaissance de nos traitements. Et là, je reviens un petit peu sur le CMP du professeur Christopher Lançon, où on avait des groupes ETN, éducation, traitement neuroleptique, qui nous ont permis quand même, et qui me permettent aujourd'hui, quand je prends mon traitement, de savoir ce que je prends. Ensuite, cognitif ou autre, bien sûr. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi faire un clin d'œil sur l'instant T, c'est-à-dire que là, j'ai un appartement toujours et que j'ai bénéficié d'un accompagnement sur le terrain, donc de soins en ambulatoire, notamment, de mes médiateurs de santé, de l'équipe, et que c'est très important. Et peut-être pour terminer sur le parcours de réhabilitation, pour moi, il se trouve que je sors d'une hospitalisation, j'ai pas pu être là hier. Il me semble que là, je vais enclencher sur un projet professionnel, parce que je suis pas sûr que réhabiliter une personne dans un appartement où tout est bien, ça soit l'unique solution. Mais je pense qu'en parallèle, qu'il faut vraiment un projet. Ça peut être associatif, en passant par les GEM, par exemple. Mais je trouve que par le travail, c'est nettement mieux et nettement plus social. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Une autre demande de parole là. Oui. Là. Alors, bonsoir à tout le monde déjà, parce que premièrement, il y a beaucoup de monde ce soir. Excusez-moi, je suis bipolaire, donc j'ai tendance à dire un peu n'importe quoi des fois. Donc bonjour à tout le monde ce matin. Alors, j'avais une question, moi, à poser, parce que le monsieur a beaucoup parlé, j'ai bien écouté, mais bon, plus ou moins. J'avais une question à poser au professeur Lançon, puisqu'il est là. Alors voilà, puisque j'en profite, qu'il me connaît bien. Alors, moi, je vous connais et vous me connaissez. Alors, que pensez-vous du côté positif, bien sûr, le fait que le patient ou l'usager, puisqu'on dit les deux termes, développe des facultés hors du commun qu'il faut faire fructifier des fois. Que pensez-vous de cela ? Christophe. C'est tout. C'est une bonne question. Non, je vais vous répondre. Moi, vous savez que je suis totalement convaincu que les gens qui reçoivent l'étiquette de maladie mentale ont des capacités en eux qui sont particulières. Bon, et que... Alors, moi, je pense que alors, je suis pas pour les programmes, hein, je pense que les soins ou l'accompagnement alors, je sais pas si on doit dire réhabilitation, parce que moi, je me sens de plus en plus... pas en accord avec ce que je vois devenir la réhabilitation. En tout cas, les programmes ou les soins ou ce qu'on veut, l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques doivent s'appuyer sur cette capacité extraordinaire que chacun d'entre nous a. Voilà. Après, la difficulté, c'est de faire que l'environnement puisse, comment dirais-je, tolérer nos capacités extraordinaires. Vous voyez, moi, je suis un bon exemple de réhabilitation puisque j'ai réussi à pouvoir dire toutes les conneries que je voulais grâce au fait de devenir professeur, vous voyez ce que je veux dire, donc ça m'a grandement aidé, et donc voilà, je me suis bien réhabilité d'une certaine façon, donc c'est pour ça que j'essaie de faire partager aux personnes avec qui je travaille, soit les professionnels, soit les autres, de mon expérience réussie, et on peut dire des conneries, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer avec les capacités extraordinaires de chacun, allez-y. Là.
Ma question porte sur les limites de votre intervention. À partir du moment où on se mobilise, où on va vers, le champ me paraît immense. C'est-à-dire qu'on sort de la réhabilitation du malade pour aller carrément vers un dispositif de santé mentale qui peut s'adresser à tout un chacun, et notamment à tous les handicapés psychiques que nous sommes, car nous sommes tous des handicapés psychiques. Voilà. Donc c'est sur la limite de l'intervention que je me questionne. Alors effectivement, cette intervention elle a des limites, d'autant que, comme je le disais, on a commencé donc à moyens constants, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas la prétention de faire à la place d'eux, ni même de faire avec, mais simplement de faire profiter de l'expérience qu'on a développée au cours des 10 ans du centre de réhabilitation et du REPSI, faire profiter les autres structures, les dispositifs sanitaires, les dispositifs médico-sociaux, pour pouvoir leur permettre, eux, de faire les choses, de modifier les choses et de les faire, pour que justement chacun puisse mettre en place à son niveau, dans sa structure, des activités de réhabilitation et une philosophie de réhabilitation, surtout. La limite, je pense que la question elle portait sur la limite, on va dire, plus conceptuelle de la notion de réhabilitation, si j'ai bien compris, parce que vous dites tout le monde peut bénéficier de la réhabilitation, donc effectivement les moyens ne sont pas infinis, mais est-ce que tout le monde doit bénéficier de réhabilitation, comme le professeur Lançon par exemple? C'est ça que vous voulez, c'est ça votre question? Donc vous voyez qu'il y a... non, moi j'ai surtout pas bénéficié d'une équipe, hein. Je veux dire, c'est un truc qui est clair, que personne s'occupe de moi. Je vais prendre le truc. Il est persuadé de ça, mais moi je suis mandaté, je dirais pas par qui, depuis de nombreuses années pour l'aider. Mais simplement, effectivement, là, il y a la corrélation entre les moyens et la notion de réhabilitation pour tout le monde. Vous dites tout le monde. Je pense que quand même un marqueur, c'est la notion de souffrance individuelle. Je veux dire, parce qu'on a tous besoin de réhabilitation, mais le niveau de souffrance... Christophe, j'en parlerai pas, mais le niveau de souffrance est quand même variable en fonction des individus, et je pense que c'est de ça qui est un élément essentiel. Je sais pas, peut-être vous avez... Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est des personnes qui ont, à un moment, demandé une aide, que ce soit au réseau, que ce soit dans des dispositifs d'aide à l'insertion sociale, d'autonomie, des dispositifs professionnels ou dans le secteur sanitaire. Donc, il y a une demande d'aide, c'est qu'il y a donc une souffrance derrière et quelque chose à traiter. Évidemment, on ne va pas aller toquer à la porte des gens en disant toc toc toc, c'est l'équipe de liaison, on arrive pour vous réhabiliter. C'est pas le principe. Mais le principe, c'est du coup de permettre à tous les professionnels qui sont déjà dans la prise en charge des usagers sur le terrain, de pouvoir du coup se concerter, disposer d'un référentiel commun, et pouvoir mettre en place, chacun à son niveau, une philosophie de réhabilitation. Ce serait déjà pas mal, et des actions ensuite concrètes. Je crois qu'il y a une question là. Vous en avez une là? Il y a une question là-bas et après là. Bonjour, je suis cadre de santé. On essaye de mettre en place un programme de psychoréhabilitation. Merci pour votre intervention. Et ma question se pose sur le fait est-ce que vous avez travaillé sur la continuité entre le secteur intra-hospitalier et l'hôpital et ce que vous mettez en place au niveau de la psychoréhabilitation? C'est un peu notre souci. Quand vous parliez des ateliers qui étaient entre guillemets obsolètes aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à créer des passerelles, des liens et des explications avec les soignants? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut travailler? Est-ce que vous avez une expérience autour de ça? Merci. D'accord. C'est-à-dire par rapport donc aux supports qui ont été qu'on a utilisés. Effectivement, nous, ces supports, ils étaient obsolètes par rapport à notre population. Après, ils peuvent aussi, dans le cas d'unités d'hospitalisation, l'être moins. Notre équipe de liaison, en fait, elle vise vraiment à s'adresser à tout le monde, partenaires sanitaires ou partenaires médico-sociaux. Quand partenaire sanitaire, il y a unité d'hospitalisation, il y a CMP, il y a libéraux. Et en fait, on s'adaptera en fonction du coup du cadre de la structure, de la population qui est accueillie et de ce qui peut être fait dans chaque structure. Donc effectivement, certains ateliers paraîtront obsolètes à certains endroits, pourront l'être moins à d'autres. Et effectivement, il sera toujours important aussi d'arriver à faire comprendre aussi aux gens pourquoi tel type d'atelier peut être obsolète pour telle ou telle personne, pour tel ou tel usager, en fonction de l'usager lui-même, de ce qu'il souhaite faire, de ses capacités et de ce qui y est prévu avec lui de mettre en place pour la suite. Il y a une question là, pardon. S'il vous plaît. Oui. Vous inquiétez pas, ne touchez à rien. J'ai beaucoup aimé votre intervention parce que bon, c'est une méthode
très moderne de réhabilitation. Et je pense par contre qu'elle s'adresse surtout aux cas les moins graves des handicapés psychiques. Parce qu'il y a des handicapés qui sont si profonds qu'on se demande bien comment on va pouvoir intervenir et les faire évoluer quand ils restent 18, 20 ou 22 heures dans leur lit par 24 heures. On a une possibilité d'intervention parfois de 10 minutes, certains jours, et pas à d'autres. Et je voulais dire en plus que, bon, en ce qui me concerne, bon, je n'ai pas réussi dans ma vie parce que j'ai un fils qui a mis fin à ses jours. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a toujours des difficultés qui sont liées au profil de la personne, mais la réhabilitation n'est pas que pour les personnes qui ont un handicap psychique le plus léger. Au contraire, puisque l'expérience du centre de réhabilitation a commencé en 2002 avec des personnes qui étaient beaucoup plus lourdement handicapées, avec des réussites qui étaient quand même très intéressantes, des patients qui du coup avaient un long parcours en unité malade difficile ou qui étaient considérés par leurs équipes comme des cas désespérés entre guillemets, et où justement il y avait un certain nombre, avec un accompagnement très important, je vous l'accorde, très concerté avec différents professionnels, on a obtenu des résultats qui était tout à fait intéressant en termes de qualité de vie. Alors, effectivement, le niveau de rétablissement sera différent en fonction du profil initial et de l'usager et du moment auquel on le prend en charge. Et c'est pour ça qu'on milite beaucoup pour des interventions le plus précoces possible et le plus intégré possible. Et c'est aussi un des objectifs de notre équipe de liaison, c'est de permettre un repérage rapide et des interventions le plus rapides possible pour éviter une chronicisation, éviter le développement d'un handicap psychique. Parce que finalement, trouver des solutions de compensation et de remédiation, c'est bien, mais prévenir l'apparition du handicap, c'est mieux. Merci beaucoup. Une dernière question. Devant, là. Moi, j'ai un don particulier, c'est d'essayer de savoir lire l'heure, et donc ça va être la dernière question et on va enchaîner. Donc, bref question, bref réponse. Pas, elle sera très brève. Voilà. Donc, Philippe Cléry-Melin, je suis l'administrateur de REPSI, et je voulais quand même rajouter à ce qu'a dit très bien Julien, et aux questions qui ont été posées effectivement dans la salle, en particulier à propos des limites. Il s'agit, il faut bien le comprendre, nous œuvrons, je dirais, depuis un grand nombre d'années, je dirais, dans ce sens. C'est justement de faire tomber certaines limites, de faire tomber en particulier les limites entre l'hôpital et la ville, entre le sanitaire, le médico-social et le social. Ce sont quand même les fondamentaux, je dirais, de notre aventure de REPSI, qui aujourd'hui donc est devenue régionale. Ce qui est important, c'est de voir que nous avons voulu faire tomber ces cloisonnements, nous avons voulu effectivement, et probablement le mot réhabilitation, c'est redonner effectivement à la personne sa vraie dimension au centre du système. Tout le reste et toutes les initiatives nombreuses, je dirais, que l'on a pu engager dans cette aventure de REPSI, je dirais, ne font que renforcer en tout cas cette conviction, c'est que le soin n'est pas seulement curatif, il doit être curatif et d'accompagnement. Notre pays est en train de le comprendre, alors que d'autres pays, effectivement, ont initié ce type de dispositif bien plus tôt que nous. C'est un retard que nous essayons de compenser au bénéfice de la personne. Merci. Merci beaucoup.